Tikal, cette cité bâtie il y a plus de 2000 ans dans la forêt guatémaltèque, était la ville la plus importante de la civilisation maya. À l'époque, c'était l'une des plus grandes villes précolombiennes. Mais comment un petit village est-il devenu la capitale d'un vaste empire? Ce n'est pas seulement un exploit technique, c'est religieux. Et pourquoi cette métropole s'est-elle ensuite transformée en ville fantôme? Du jour au lendemain, des milliers de gens l'ont abandonné. Aujourd'hui, une expédition scientifique veut percer le mystère en scannant le site grâce à la technologie LIDAR. Pour exhumer les secrets de la cité, il faut écarter les arbres et déconstruire virtuellement les temples antiques. Des recherches récentes vont révéler comment Tikal s'est hissée au sommet du monde Maya et pourquoi elle s'est soudain effondrée. Au cœur de la forêt tropicale humide du Guatemala se cachent les ruines d'une mystérieuse métropole. La cité de Tikal était composée de 3000 bâtiments, dont 12 temples gigantesques. Aujourd'hui, elle est engloutie par la végétation. Pourtant, il y a 1200 ans, elle dominait un réseau de cités mayas qui parsemait la Mésoamérique orientale. Sous l'impulsion des souverains de Tikal, elle était devenue une métropole majestueuse. Les secrets de son essor sont sans doute tapis parmi ces vestiges abandonnés. En écartant la végétation, on peut encore découvrir l'étendue de cette cité disparue. Il y avait de magnifiques palais en pierre calcaire, des pyramides sacrées, dont certaines culminaient à plus de 60 mètres. Des dalles sculptées autour de grandes places commémorent les souverains de Tikal. Comment ces dirigeants ont-ils transformé un petit village en capitale régionale? Comment a-t-elle pu s'imposer face aux autres cités? Son architecture était imposante. Les temples étaient l'épicentre de la religion maya. Les rois étaient les élus des dieux avec qui ils communiquaient par des rituels sanglants. Ce n'est pas juste un exploit technique, c'est religieux. Il faut imaginer que c'était comme un décor. Le souverain sortait du temple, les mains ensanglantées, et il s'avançait avec une immense dignité pour descendre cet escalier très raide. Cette vision devait impressionner le peuple. Plus le temple était grand, plus le souverain était relié au divin. Et plus il s'assurait la loyauté de ses sujets. Le temple numéro 4 est au centre de Tikal. C'est le plus grand des 6 bâtiments principaux et l'une des plus hautes structures jamais construites par les Mayas. C'est le plus beau monument de Tikal et le plus mystérieux. Aujourd'hui, il est englouti dans un océan de verdure. Mais il reste un chef-d'œuvre d'ingénierie. Il est composé de 7 plateformes reliées par des escaliers très raides et culmine à près de 65 mètres. Au sommet, il y a un autel sacré dont le toit est surmonté d'une structure appelée crête fêtière. On ignore comment cet exploit technique a pu traverser les siècles. La construction même d'une telle pyramide, avec les méthodes de l'époque, nous semble impossible. Comment les Mayas ont-ils bâti un édifice aussi haut sans qu'il s'effondre? L'archéologue américain Arthur Demarest tente de trouver la réponse.
Le plus impressionnant dans cette pyramide, c'est l'angle d'inclinaison de ses versants. Les pyramides d'Égypte, d'ailleurs, ont plutôt tendance à être comme ça. Construire un édifice aussi pentu sans poutre en acier, c'est incroyable pour l'époque. C'est fou qu'il soit toujours debout et en assez bon état. J'ai vu des ruines et des cités antiques dans le monde entier. Et Tikal est la plus extraordinaire. L'archéologue a obtenu récemment le droit d'explorer une chambre au sommet du temple. Et il espère y découvrir des indices. C'était le saint des saints pour le grand roi Yichin Chankawil. C'était le fils du roi guerrier. Et il voulait marquer les esprits après le règne de son père. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a réussi. Cette chambre se trouvait tout en haut, et donc plus près des dieux. C'était l'un des endroits les plus secrets. Ces linteaux gravés montrent le souverain dans son rôle sacré. Après les rituels sanglants, les souverains avaient des visions par lesquelles ils entraient en contact avec leurs ancêtres ou les divinités. Cette pièce, au sommet d'un grand temple, était la porte d'entrée vers le monde spirituel et l'assise du pouvoir royal. Selon Arthur Desmarest, le secret de la construction de ce temple se trouve au cœur même des murs. Je vais rentrer dans la pyramide pour inspecter les tunnels. J'espère comprendre comment les Mayas ont réussi à les creuser. Ça fait peur de se dire qu'il y a des centaines de milliers de tonnes de roches au-dessus de nos têtes. J'espère que ça tient bien. Leopoldo González, le directeur du site, accompagne Arthur Desmarest. Son équipe a compris comment les bâtisseurs mayas avaient assuré la stabilité de leur construction. À l'intérieur de chaque plateforme, il y a plusieurs chambres. Il s'agit de compartiments géants avec des murs en pierre. Pour bâtir ce temple, les Mayas ont utilisé un système d'imbrication. Ils avaient du mortier composé de sable, d'argile et de chaux pour maintenir les pierres taillées. Leopoldo González a découvert que les architectes du temple numéro 4 avaient rempli les compartiments avec de gros cailloux. Les Mayas savaient qu'en comblant ces compartiments, chaque plateforme serait plus solide qu'avec de simples murs en pierre maintenus avec du mortier. Pourtant, la pyramide a une structure complexe de 7 degrés avec de nombreux éléments internes. Et les ingénieurs de l'époque ont trouvé comment la rendre plus stable et l'empêcher de s'écrouler. Leopoldo González a identifié une structure particulière qui est, selon lui, la clé de la solidité de l'édifice. Ici, nous avons une architecture très différente de celle des autres temples. Ils ont fabriqué un pilier central pour renforcer les plateformes réparties tout autour. Leopoldo a découvert que cette structure centrale était composée de 7 niveaux. C'est ce que l'on appelle le noyau. Il s'élève sur 33 mètres de haut au cœur de l'édifice. Tout ça, c'est le noyau. Cet escalier leur a permis de continuer à construire de plus en plus haut, tout en assurant la solidité du bâtiment. C'est très ingénieux. Le noyau central a empêché les différents degrés de bouger et permis aux souverains de Tikal de construire l'un des plus hauts monuments du monde maya. La base du temple 4 est une plateforme rectangulaire en pierre, divisée en compartiments et répartie autour du noyau. Les degrés ont ensuite été empilés. Enfin, l'autel a été construit sur le dernier. Grâce au noyau central, le sommet a pu supporter le poids des milliers de blocs de pierre de l'autel, dédiés au culte des divinités et des ancêtres. La touche finale a été la crête faîtière de 13 mètres, ornée de symboles et de scènes mythiques.
Le projet a dû être réalisé très rapidement, car les Mayas avaient opté pour des blocs de petite taille. Les Mayas ne connaissaient pas la roue et ils n'avaient pas de bête de somme. Tout cela a été fait à la main, ou plutôt à dos d'homme. Ils utilisaient des lanières placées sur le front. La charge était portée sur le dos. Bien sûr, ils n'avaient pas une toute petite pierre comme moi. Elles étaient plutôt comme celle-là. Les temples étaient conçus comme des scènes de théâtre pour les rituels religieux. Ces cérémonies jouaient un rôle décisif pour accroître le poids politique de la cité et le nombre de ses habitants. Le pouvoir de Tikal, pendant cette période, venait de son architecture monumentale. Ces bâtiments étaient des décors pour des rituels de grande ampleur qui attiraient les fidèles. Il fallait donc créer une architecture grandiose. Les gens ont donc afflué à Tikal pour participer à la ferveur religieuse. Il y a eu une explosion démographique. Voilà comment une cité isolée au milieu de la forêt s'est hissée au rang de grande puissance. Les Mayas ont fondé l'une des plus grandes civilisations antiques des Amériques. Mais contrairement aux Aztèques et aux Incas plus tard, ils n'ont jamais eu d'empire. Ils étaient organisés en plusieurs dizaines de cités-États, et chacune était dirigée par sa propre dynastie. Entre tous les souverains de la région, il y avait des tensions et des jeux politiques permanents, avec des guerres et des mariages. Au sommet de la société maya, il y avait des souverains héréditaires. C'étaient des aristocrates qui se proclamaient descendants des dieux. Ils servaient d'intermédiaires entre le monde du divin et celui des simples mortels. Les rituels étaient conçus pour attirer des fidèles et renforcer leur autorité spirituelle et politique. À son apogée, la civilisation maya devait compter environ 2 millions de personnes, réparties dans une quarantaine de cités. Tikal a réussi à se démarquer pour s'imposer comme la plus puissante. Pour Tom Garrison, son essor a beaucoup reposé sur sa force démographique. Dans un monde sans machines ni animaux domestiqués, la main-d'œuvre était essentielle. Les rois de Tikal savaient que plus ils auraient d'habitants, plus ils seraient puissants. Les historiens ont tenté d'évaluer la population de la cité. Tom Garrison pense que l'exhumation des faubourgs de la ville pourrait les aider et leur apporter une réponse plus précise. Depuis longtemps, ces quartiers résidentiels sont cachés sous terre. Au centre de la cité, des stèles à la gloire des rois de Tikal encadrent une grande place. À chaque extrémité, 2 grandes pyramides se font face. Lors des rituels, cette place pouvait accueillir plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. Ils arrivaient par des voies pavées qui traversaient la forêt. Certaines mesuraient jusqu'à 60 mètres de large et menaient sans doute à des quartiers aujourd'hui disparus. Certaines portions des routes mayas ont traversé les siècles et sont encore visibles si on sait où regarder. Tom Garrison mène l'enquête avec Edwin Ramon, lui aussi archéologue. Vous voyez de ce côté? C'est là que la voie pavée commence. On l'a aussi de l'autre côté. Oui, elle est là. Ces routes étaient les artères vitales de Tikal. Elles connectaient tous les quartiers de la métropole.
Que se passait-il ici? Pourquoi circulait-on sur ces routes? En premier lieu, pour les chantiers. Ils avaient besoin de déplacer de gros blocs de pierre pour construire ces bâtiments, qui sont parmi les plus grands de la société maya. Ensuite, pour le commerce. Les gens transportaient des marchandises. Enfin, et c'est très important, pour les cérémonies. Les rois empruntaient ces chaussées. En cartographiant ce réseau de routes, on parvient à évaluer la superficie de Tikal à sa grande époque et découvrir des facettes encore inconnues de la cité. Quand je regarde de ce côté, je me dis qu'il doit y avoir encore beaucoup de choses dans la forêt. Pourtant, il y a un obstacle de taille, la végétation qui recouvre tout. Dans l'archéologie maya, c'est assez facile de repérer les cités. Elles ont d'immenses pyramides qui dépassent de la canopée. Mais à mesure qu'on s'éloigne du centre de la cité, tout est de plus en plus envahi par une forêt très dense. Et on a beaucoup de mal à déterminer quelle était la superficie réelle de la cité. Les chercheurs ont déjà tenté d'explorer cette zone périphérique enfouie dans la végétation, en vain. Une nouvelle technologie pourrait tout changer. La télédétection par laser, ou LIDAR, permet de voir à travers les arbres. Un capteur installé dans un avion balaie la forêt avec un rayon laser et crée une image de la cité perdue. Ça nous permet de raser numériquement la végétation pour faire apparaître les ruines mayas cachées en dessous, alors qu'on pensait que c'était impossible. Maintenant, on découvre une cité encore plus grande. Le LIDAR a révolutionné l'archéologie et mis au jour une réalité disparue. On voit la carte du site avec une grande netteté. On distingue le tracé caractéristique des voies de circulation de Tikal. La technologie moderne révèle un immense réseau de routes sur une superficie de 41 km². Ces routes mènent à des endroits dont on ignorait l'existence. Il y a des temples, des forteresses et des quartiers résidentiels. Il y a des milliers de structures cachées dans la forêt. C'étaient les maisons des citoyens lambda qui composaient la majeure partie de la population. Les résultats du laser qui a balayé Tikal montrent une cité encore plus grande et puissante que ce qu'on imaginait. En se basant sur la taille de la cité, Tom Garrison estime que les souverains régnaient sur plus de 100 000 sujets. Tikal était donc plus grande et plus puissante que presque toutes les autres cités mayas de l'histoire. Quand on prend de la hauteur, on voit une cité très étendue. De ce côté, vers le nord, on a une structure linéaire qui était un mur défensif le long de la frontière nord de Tikal au cours de sa période classique. Dans la zone intermédiaire, on a toutes sortes de nouvelles structures, plus de 12 000 à ce jour. Et on n'a pas encore tout vu. L'ampleur de Tikal était synonyme de puissance pour les souverains. Mais rapidement, un problème est apparu. La cité est bâtie sur une terrasse rocheuse couverte d'une fine couche de terre, ce qui n'est pas idéal pour l'agriculture. Pourtant, elle devait ravitailler une population en expansion. Tom Garrison s'éloigne de Tikal pour rencontrer des fermiers et comprendre comment ils travaillent dans cet environnement difficile. Encore aujourd'hui, ils ont du mal à rendre la terre fertile. Voilà à quoi ressemble l'agriculture dans le département du Péten aujourd'hui. Toute cette parcelle a été déboisée pour faire pousser du manioc, une plante qui produit un tubercule comme la pomme de terre ou l'igname. On voit que ce n'est pas très productif. On a aussi des morceaux de bois carbonisés un peu partout. Les fermiers ont utilisé la technique du brûlis. Ils ont défriché un champ en faisant brûler toute la végétation pour transformer ces nutriments dans le sol. Ensuite, ils ont commencé à cultiver le champ. Mais ça ne marche que pendant 2 ou 3 ans. Ensuite, il faut laisser le champ en friche entre 7 et 10 ans pour qu'il se régénère et redevienne fertile. Dans cette région du Guatemala,
les pratiques agricoles modernes ne pourraient pas faire vivre la population d'une ville. Pourtant, les Mayas avaient trouvé une solution. C'est une question qui nous intrigue beaucoup. On cherche notamment à localiser leurs terres agricoles et à comprendre comment ils ont réussi à nourrir une si grande population. Les relevés du lidar fournissent une piste. D'étranges lignes droites apparaissent au milieu de la végétation dans une zone très humide près de Tikal. Ça ne ressemble pas à quelque chose de naturel. Et on se demande si c'est lié à leur agriculture et à la manière dont ils nourrissaient les nombreux habitants de Tikal. Pour poursuivre l'enquête, Tom Garrison se rend sur le terrain. Grâce à un GPS, l'équipe retrouve l'endroit aperçu sur le scanner. Il faut dégager une végétation très dense pour l'atteindre. On y est. Je pense que les petites crêtes devant nous sont exactement ce qu'on cherche. Elles s'étendent sur plusieurs kilomètres. Ce sont les vestiges des champs de la population de Tikal. Ces crêtes laissent penser que les souverains de la cité ont fait déboiser et assécher des marécages qui étaient les seules terres fertiles de la région. Ensuite, ils ont fait creuser des terrasses pour les cultures. C'est la source de vie de la cité, celle qui permettait à sa population de vivre. Et plus une cité avait des habitants, plus elle était puissante et riche. Il est possible que ces zones marécageuses dont il ne reste presque rien soient la clé pour comprendre Tikal. Les habitants de l'époque ont déboisé les environs par brûlis avant d'y aménager un système de culture en terrasse sur un sol fertilisé par la cendre. Pour obtenir un rendement maximum, ils faisaient pousser des courges près du sol, intercalées avec du maïs plus haut et des haricots qui grimpaient sur les tiges du maïs. Le maïs était la principale semence. Au quotidien, les Mayas le mangeaient bouilli sous forme de gruau ou moulu en farine pour faire des galettes. Cette culture était essentielle pour les Mayas, au point que le dieu du maïs était l'une de leurs principales divinités. En modifiant le paysage de manière ingénieuse, les souverains de Tikal ont ainsi trouvé le secret pour nourrir plus de 100 000 personnes. Mais comment la cité s'est-elle imposée face à ses rivales? Est-ce grâce aux Mayas eux-mêmes ou à une autre civilisation perdue? Simon Martin, spécialiste de l'écriture maya, mène l'enquête. Quand Tikal est apparue, elle n'avait rien de particulier. Il y avait beaucoup d'autres cités du même type. Et puis quelque chose a changé. C'est devenu un endroit beaucoup plus dynamique et intéressant. Les recherches de Simon Martin le mènent jusqu'à l'un des plus petits temples de la cité. Malgré sa taille modeste, il pourrait aider à comprendre l'ascension fulgurante de Tikal. Cette structure ne ressemble à aucune autre. C'était un palais royal qui a été bâti au IVe siècle, juste avant la montée en puissance de Tikal. Il est sur 2 niveaux et on y accède par un large escalier. La plupart des temples et des palais de la cité ont été agrandis au fil du temps. Chaque nouveau roi a fait des modifications et ajouté des étages. Pourtant, ce palais a été conservé intact. Il devait avoir un statut particulier, ce qui pourrait nous renseigner sur ce qui s'est passé sur place à l'époque. Les archéologues connaissent le nom de son commanditaire. Grande Patte de Jaguar a été le 14e roi de Tikal. Son palais est resté en l'état, contrairement à tous les autres. Et son règne correspond à l'époque où le destin de Tikal a basculé.
Le site compte de nombreuses inscriptions qui pourraient éclairer les archéologues. Elles sont écrites en maya ancien. Elles contiennent les archives de cette civilisation perdue. Un peu partout à Tikal, on voit ce type de monument en pierre. Chaque stèle a été érigée par un roi précis. Elle donne des dates et parle des cérémonies. Elles sont couvertes d'inscriptions hiéroglyphiques. Grâce à ces informations, on peut reconstituer l'histoire de Tikal. L'écriture maya compte plus de 800 symboles. Pendant des siècles, les archéologues se sont penchés en vain sur cette écriture qui mêle des représentations graphiques appelées glyphes et des caractères phonétiques. L'écriture hiéroglyphique maya est incontestablement le langage le plus complexe développé dans le monde antique. Ces 30 dernières années, nous avons appris à le déchiffrer et ces nouvelles connaissances nous donnent accès au monde des Mayas. Ici, par exemple, on commence avec la date, on a le jour et le mois. Ensuite, on a un verbe suivi d'une locution plus longue. On connaît maintenant la structure, la grammaire et la syntaxe. Tout ça nous permet de reconstituer la culture des Mayas. Les archéologues ont exhumé une stèle qui pourrait nous en dire plus sur ce qui est arrivé à Grande Patte de Jaguar. Simon Martin compte bien l'étudier. Avant de s'interroger sur le sens des écritures, il faut les décoder. Voici le hiéroglyphe pour le nom de Grande Patte de Jaguar. En bas, on dit qu'en 378, il entre dans l'eau, ce qui est une métaphore pour la mort. Simon repère un détail inhabituel sculpté au ciseau près de la date de décès du roi. C'est un symbole étrange qui ne ressemble pas aux autres de la stèle. Ce n'est pas un hiéroglyphe maya. C'est un signe qui n'a rien à faire là. Ça représente un propulseur de lance. En dessous, on a des signes phonétiques. Ça nous donne un nom, hibou propulseur. La présence d'une autre écriture prouve que des étrangers sont arrivés et ont pris le pouvoir. Hibou propulseur. C'est un motif qu'on voit représenté sur les fresques du centre du Mexique et plus précisément dans la cité de Teotihuacan. Teotihuacan était la capitale d'une puissante civilisation rivale à 1 millier de kilomètres à l'ouest de Tikal. Elle était gouvernée par le roi Hibou propulseur. On peut le voir comme une autorité ou un guide. C'est celui pour qui tout le monde travaille. C'est lui qui dirige tout ce qui se passe jusqu'à Teotihuacan. Ce lien entre la mort de Grande Patte de Jaguar et le symbole de hibou propulseur révèle une invasion étrangère à Tikal. Au IIIe siècle, Tikal, à l'est, faisait déjà du commerce avec Teotihuacan, à l'ouest. Elle importait des céramiques et s'inspirait du style architectural de sa puissante voisine. En 378, cette relation a changé radicalement. Le roi Hibou propulseur a envoyé l'un de ses généraux à la conquête de Tikal. Les dirigeants de Tikal ont été renversés. Son roi a été exécuté et remplacé par un homme venu de Teotihuacan. La cité maya avait désormais accès aux ressources bien plus importantes de Teotihuacan. Les nouvelles dynasties ont décidé et organisé sa prise de pouvoir sur le monde maya. La date de 378 est la plus célébrée de l'histoire maya. Elle est notée de nombreuses fois. Pour les Mayas, c'était un moment décisif dans l'histoire de Tikal, mais aussi de toute leur civilisation. Les nouveaux dirigeants ont misé sur l'essor et le prestige de Tikal. De nouvelles influences architecturales les ont conduits à construire des palais et des temples plus grandioses
et ont transformé les bâtiments de la cité. Tous, sauf un. Même après ces changements et l'arrivée d'un nouveau régime, ils n'ont pas touché au palais de grandes pattes de jaguar. À l'évidence, c'est une sorte de message. C'est un acte symbolique. Quel que soit son sens, c'est la fin d'une ère et le début de la suivante. Pour cimenter le statut de Tikal comme première cité maya, ces souverains devaient contrôler la plus précieuse ressource naturelle, l'eau. Tikal était une grande ville, mais elle n'était pas située près de lacs ou de rivières, alors qu'elle devait fournir de l'eau à des dizaines de milliers d'habitants. Comment les Mayas ont-ils fait? Lisa Lucero a étudié la question. À l'origine, le site de Tikal avait juste assez d'eau souterraine pour une petite population. Mais c'était insuffisant pour les projets ambitieux du nouveau pouvoir. Il y a 3000 ans, les premiers qui se sont installés dans la région ont été attirés par les sources naturelles. Et puis, la population s'est développée rapidement, jusqu'au moment où il n'y a plus assez d'eau. Et il a fallu résoudre ce problème. Le climat local ne fait rien pour arranger la situation. Pendant 4 mois de l'année, il ne tombe aucune goutte de pluie. Malgré ces sécheresses saisonnières et l'absence de lacs ou de cours d'eau, Tikal a continué à se développer. Les Mayas ont dû inventer un système pour fournir de l'eau pour les cultures et les chantiers de construction à des dizaines de milliers de personnes pendant les sécheresses saisonnières. Lisa enquête sur un indice caché dans la végétation près du centre-ville. Ici, on voit une dénivellation très abrupte sur une trentaine de mètres. Quand les archéologues ont commencé les fouilles, ils ont découvert que ce n'était pas un fossé naturel, mais bien une construction maya. Ils ont trouvé des blocs de pierre bien alignés. Ce sont les vestiges de la solution trouvée à l'époque pour conserver l'eau. Sous la forêt, au fond d'un ravin profond, il y avait des dalles couvrant une immense surface. Et à côté, les ruines d'un mur en pierre taillée. L'intérieur de la muraille avait été comblé de gravier. C'était un barrage de 10 mètres. Il s'étendait sur 80 mètres de long. Ce réservoir pouvait contenir plus de 75 millions de litres d'eau. C'était le plus grand barrage bâti par les Mayas. Ils ont construit des murs le long des ravins naturels pour créer des réservoirs géants. Ce n'était que la première étape. Toute la cité de Tikal repose sur un socle rocheux en calcaire. Ça veut dire que toutes les constructions, comme les réservoirs ou les temples, sont en blocs de calcaire. Le problème du calcaire, comme celui dans lequel est fait ce parpaing, c'est qu'il est très poreux. L'eau le traverse. Pour Lisa Lucero, les ingénieurs mayas ont mis au point une solution très simple pour garder l'eau dans les réservoirs. Les Mayas ont couvert les murs des réservoirs avec de l'argile pour les étanchéifier et empêcher l'eau de s'échapper. Comme vous le voyez, l'eau ne coule pas. Les ingénieurs ont donc réussi à les rendre étanches. Ensuite, pour diriger l'eau de pluie vers ces bassins artificiels, ils ont utilisé de manière ingénieuse l'architecture de leur temple. Ces temples sont magnifiques aujourd'hui, mais à l'époque, ils avaient une allure totalement différente. Ils étaient couverts d'une épaisse couche de plâtre et de couleurs très vives comme le rouge.
Ces revêtements avaient deux fonctions, protéger le calcaire, mais aussi fournir un système de ruissellement sur les murs des bâtiments jusqu'à la place centrale, pour finir dans les réservoirs comme celui-ci. Toute la cité fonctionnait comme un bassin versant. L'eau de pluie s'écoulait donc naturellement sur le plâtre des bâtiments. Les places de Tikal étaient toutes légèrement inclinées pour diriger le ruissellement vers les réservoirs. Mais en chemin, elles se salissaient. Encore une fois, les Mayas ont trouvé une solution. Ils ont commencé par ramasser du sable de quartz à 32 km de la cité. Puis, ils l'ont déposé sur une couche d'argile limoneuse pour faire un système de filtration naturelle de l'eau de pluie. Des nénuphars poussaient dans les réservoirs. Pour les Mayas, ces fleurs étaient des emblèmes de la royauté. Elles reliaient les rois aux précieux liquides. Les systèmes de gestion de l'eau à Tikal et dans les autres centres sont des exploits d'ingénierie. Ils sont extraordinaires, même selon les critères actuels. Les ingénieurs mayas ont transformé la cité en un immense système d'écoulement pour remplir les réservoirs avec de l'eau propre. Ce que les cartes nous montrent, grâce à des décennies de recherches archéologiques, c'est à quel point le système de réservoir est lié au plan urbain de la cité de Tikal. On voit aussi que la royauté maya était indissociable du contrôle de l'eau. Les réservoirs sont à côté des palais et des temples. Ce système de collecte de l'eau est immense. Il y a au moins 6 réservoirs principaux, un pour chaque quartier, qui pouvaient contenir des centaines de milliers de litres d'eau. Tout a été recouvert par la végétation, mais Lisa Lucero a découvert la trace de cette intégration parfaite des réservoirs dans le centre-ville de Tikal il y a plus de 1400 ans. L'endroit où je marche n'est pas seulement une route. C'est aussi un barrage qui séparait le réservoir du temple recouvert d'argile du bassin du trop-plein de l'autre côté. Ce passage devait aussi être couvert de plâtre. C'est un excellent exemple de leur maîtrise de l'ingénierie. Comme les autorités contrôlaient l'approvisionnement en eau de la population, cela renforçait encore plus leur pouvoir. Le système de gestion de l'eau à Tikal a évolué à pas de géant. Il fournissait de l'eau à des dizaines de milliers de personnes, ce qui était mis au crédit des rois mayas. Plus ils étaient puissants, plus ils avaient les moyens de lancer de grands projets de construction, notamment pour les temples et les palais. Jusqu'où cette soif de pouvoir et de gloire est-elle allée ? Car certaines découvertes archéologiques laissent penser que la société de Tikal n'était pas aussi pacifique qu'on l'imagine. L'archéologue Arthur Desmarest s'intéresse à une trouvaille faite au cœur de l'un des temples. Je pense que la société maya de l'époque était bien plus conflictuelle qu'on ne le croit. Sous ce temple, on a fait une découverte qui montre la face sombre de cette civilisation. Dans le temple numéro 1, les chercheurs ont trouvé une chambre funéraire cachée, avec la dépouille d'un grand roi orné de magnifiques bijoux en jade. À côté de ces offrandes, il y avait aussi une pile d'ossements humains, avec des motifs. Des scènes mythiques et des symboles mayas y ont été gravés et soulignés avec un pigment rouge. La présence de ces ossements a forcément une signification, et elle pourrait être déterminante pour l'enquête. Arthur Desmarest décide de les étudier de plus près. Bonjour Leopoldo, comment allez-vous? Bonjour Arthur. Il rencontre Leopoldo González, chargé de veiller sur eux. Ces ossements sont très importants, parce qu'ils sont humains et portent des inscriptions. On les a retrouvés dans le tombeau du grand roi guerrier
Jasso Chankawil. Jasso Chankawil a régné sur Tikal pendant 52 ans. Il est mort en 734. Il y a des inscriptions très élaborées et du pigment de cinabre a été frotté dessus pour les rendre plus visibles. Ces détails montrent l'importance du grand roi guerrier. Ce qui est gravé sur ces os nous parle de Jasso Chankawil et de ses conquêtes. Les motifs le décrivent faisant un voyage dans le monde des ténèbres à bord d'un canoë avec différentes divinités animales qui représentent des étoiles. Elles l'accompagnent dans l'au-delà. Arthur Desmarest décode les symboles mayas et assemble les pièces du puzzle. Ce dessin est très intéressant parce qu'il montre le roi d'une cité rivale. Il est triste parce qu'il a été vaincu. Et cet os lui appartenait. Tous ces os sont des trophées humains. Ils viennent de rois ou de seigneurs de cités conquises. En effet, ces ossements sont ceux de dirigeants de cités rivales. Normalement, les souverains de Tikal auraient dû travailler en partenariat avec eux. Mais ils étaient déterminés à dominer leurs voisins. Loin d'être une cité paisible qui coopérait avec ses voisines, Tikal a tout fait pour s'imposer. Plusieurs générations de rois assoiffés de pouvoir et de sang se sont succédés. Si leurs homologues de la région ne leur versaient pas un tribut, ils en payaient les conséquences. En faisant des recherches sur cette pièce, les archéologues ont prouvé que c'était une prison. L'un des objectifs des combats était la capture de victimes prestigieuses pour les sacrifices. Et c'est ici qu'on les enfermait jusqu'à leur mise à mort. Le monde maya s'est donc retrouvé composé de cités-États rivales qui s'affrontaient pour le contrôle des ressources et de la main-d'œuvre. Quand les tensions ont dégénéré en guerre ouverte, les rois ont lancé des raids contre leurs ennemis et fait des prisonniers. Les prisonniers de guerre étaient ramenés dans la cité victorieuse où ils étaient décapités en offrande aux divinités. Le récit de ces victoires était ensuite gravé sur des stèles en calcaire, disposées dans les lieux religieux pour que la population les voie. Pour Arthur Desmarest, ces ossements dévoilent une des facettes méconnues de l'histoire maya. Toutes ces traces archéologiques nous prouvent très clairement que le conflit faisait partie intégrante de la culture maya et que ça avait parfois des conséquences tragiques. Les rois de Tikal étaient donc riches et puissants grâce à leur conquête. Ils ont agrandi les temples et bâti de nouveaux palais. En l'an 800, la cité était devenue la plus grande de l'histoire maya. Elle était à l'apogée de sa gloire, et pourtant, un siècle plus tard, elle a été abandonnée. Cette chute brutale a longtemps intrigué les chercheurs. L'anthropologue Lisa Lucero cherche des réponses. La société maya a été complexe. Il n'y a sans doute pas une seule raison à sa disparition. Les archéologues ont proposé de nombreuses hypothèses. Les théories vont d'une invasion à une famine, en passant par un soulèvement populaire. Lisa Lucero penche pour une explication d'ordre écologique. Le problème viendrait du style architectural des Mayas. Ils commençaient par collecter du calcaire comme celui-ci, très répandu à Tikal. Puis ils le brûlaient pour fabriquer de la chaux. Enfin, ils ajoutaient de l'eau
et laissaient le tout fermenter avant d'ajouter du sable pour avoir du plâtre. Ce plâtre servait d'enduit sur les chaussées et les bâtiments. Une fois séché, il était peint avec des couleurs vives. Ce processus de fabrication était très gourmand en ressources naturelles. Ce bloc de pierre fait environ 1 mètre carré. Il faudrait brûler 23 arbres pour fabriquer assez de plâtre pour le recouvrir entièrement. Alors imaginez combien il en faudrait pour tous les édifices monumentaux de Tikal, dont certains font 70 mètres de haut et 50 de large. Ça ferait plusieurs milliers d'arbres. Plus Tikal s'est développé, plus son architecture a été grandiose. Pour répondre à cette demande croissante en plâtre, la population a dû abattre de plus en plus d'arbres. Le site de Tikal a été habité pendant près de 1000 ans. Mais une fois que ses dirigeants se sont détournés d'une gestion durable de leur environnement au profit d'une architecture monumentale, la cité s'est retrouvée très vulnérable au moindre dérèglement de son organisation. La déforestation a déséquilibré l'écosystème fragile de Tikal et amplifié les changements environnementaux que connaissait l'Amérique centrale à l'époque. Il y a eu plusieurs sécheresses très longues entre 800 et 900. Elles ont duré entre 8 et 13 ans à chaque fois. À chaque fois, le niveau des réservoirs chutait. Les récoltes étaient très mauvaises. Les paysans étaient moins nombreux et les rois avaient de moins en moins de pouvoir. La population a fini par abandonner Tikal. Comme l'eau avait disparu, les rois de Tikal ont perdu leur emprise sur la population. Les habitants ont quitté la ville pour s'installer ailleurs. La dynastie régnante s'est effondrée et en 950, Tikal était une ville fantôme. Il restait peut-être une centaine d'habitants sur place, mais le site n'a plus jamais été occupé comme il l'avait été. Aujourd'hui, les immenses temples, les palais majestueux et les voies royales de Tikal témoignent de la détermination de ces souverains à surmonter les obstacles de leur environnement. Pendant un millénaire, ils ont transformé une petite ville en superpuissance. Finalement, leurs rêves de grandeur ont entraîné leur chute. Pourtant, peu d'autres civilisations se sont hissées aussi haut. Ces bâtisseurs ambitieux ont édifié la plus haute structure de l'Amérique antique, relié leur cité à toute la région grâce à un immense réseau de routes et construit des réservoirs géants pour contenir des millions de litres d'eau en prévision des périodes de sécheresse. Ils ont tout fait pour qu'une puissante cité maya se développe et prospère dans un environnement particulièrement difficile.